Bonjour tout le monde, aujourd'hui je continue ma vidéo sur les filtres et je vous parle de celui-ci, le dernier que je n'avais pas abordé. Par rapport aux autres, il est très particulier et méritait une vidéo à lui tout seul. Bon, pas la peine de faire durer le suspense, c'est un filtre infrarouge. Bon, on va évacuer une mauvaise nouvelle tout de suite. Putain, il est où encore? Le Rupin, c'est l'heure du tournage de la vidéo. Ouais, j'ai pas le temps, il y a un colis plein de DK13 qui vient d'arriver. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ce filtre est cher. Celui-ci est un Hoya IR 720 nanomètres que j'ai payé à peu près 80 €. Il y a des trucs plus chers, surtout en photo, mais le filtre IR ne sert qu'à la photo infrarouge et à rien d'autre. Donc, c'est un budget. J'en ai essayé des moins chers, des trucs made in China à 20 €, mais ils ne marchent pas. Impossible de faire de la vraie photo infrarouge avec, ce sont juste des filtres rouge foncé. Donc ceux qui seraient tentés d'essayer de faire des économies comme ça, franchement, le faites pas. Un bon conseil, n'achetez pas de filtre infrarouge pas cher. Attendez plutôt, économisez un peu et achetez au minimum le Hoya. Bref, ça c'est dit, revenons-en à nos photos. C'est quoi la photo en infrarouge? Avant d'expliquer la technique, parlons de ce qu'est la lumière infrarouge. La lumière dite visible est une infime partie de l'ensemble des longueurs d'onde existantes. Ce sont les seules que nos yeux sont capables de capter, et pourtant, il en existe plein d'autres. Les longueurs d'onde plus courtes que le violet sont appelées les ultraviolets, et les longueurs d'onde plus longues que le rouge sont donc appelées les infrarouges. Nos yeux ne peuvent pas les voir, mais les capteurs de nos appareils y sont sensibles. Ils retranscrivent alors ces longueurs d'onde dans des tons que nous pouvons voir. C'est pour ça qu'en haute montagne, les photos peuvent être un petit peu trop bleues, et sur les appareils mal réglés, les infrarouges peuvent rendre l'image un peu rose. Je m'arrête une seconde pour vous dire que certains animaux peuvent les voir, eux, ces lumières. Par exemple, les insectes voient les ultraviolets et certains serpents peuvent voir les infrarouges à l'aide d'un truc qui s'appelle une glande pinéale. C'est une sorte de troisième œil qu'ils ont sur le front. Donc imaginez, ces animaux sont capables de voir des couleurs que vous ne pouvez même pas essayer d'imaginer. Votre cerveau en est incapable. C'est impossible d'essayer d'imaginer une couleur qui n'existe pas. Pour un photographe, moi je trouve que ça fout le vertige. Bon, revenons-en à nos moutons. Les infrarouges commencent à une longueur d'onde de 720 nanomètres. C'est pour ça que le filtre s'appelle IR 720 nm, pour nanomètres. Il bloque toutes les longueurs d'onde plus courtes que ça. Laissez tomber les filtres 850 et 950 nanomètres. Ils sont trop forts pour des appareils réflexes normaux. Vos images resteront noires. J'en reparle après. Je disais donc que les capteurs des appareils photo peuvent voir les infrarouges. Pour éviter d'avoir des images en fausse couleur, les constructeurs mettent donc un filtre qui bloque ces longueurs d'onde juste devant le capteur. Mais ces filtres ne sont pas parfaits et ils laissent toujours passer une petite partie de la lumière infrarouge. Mais c'est tellement faible que c'est noyé dans le reste de la lumière visible, donc on ne le voit pas. Le but du filtre IR, c'est donc de bloquer la lumière visible, en laissant uniquement passer la lumière infrarouge. Mais comme je l'ai dit, il y a un filtre dans l'appareil qui bloque la lumière infrarouge, donc théoriquement, rien ne devrait passer. Théoriquement. Parce qu'en pratique, les filtres des capteurs ne sont pas parfaits. Ils laissent passer un petit peu d'infrarouge, tant et si bien qu'avec une très longue exposition, bah ça passe. J'ai bien dit très longue exposition, parce qu'en fonction de votre appareil et de votre objectif, un filtre IR peut être entre 5 et 10 fois plus bloquant qu'un filtre ND1000. Mais le résultat, c'est que votre capteur n'est frappé que par de la lumière infrarouge. Vous pouvez donc voir le monde sous une lumière radicalement différente de celle que vous connaissez. Attention, on parle là d'infrarouge proche du spectre visible. On n'est pas dans le rayonnement thermique qui est beaucoup plus loin dans le spectre et que nos appareils ne peuvent pas voir. Pour ça, il faut des capteurs vraiment spécialisés. Bon, avant de parler de la prise de vue, j'ai encore une mauvaise nouvelle. En infrarouge, tous les appareils et tous les objectifs ne se valent pas. Le traitement du verre de certains objectifs fait qu'ils donnent des aberrations très moches dans les couleurs. Vous ne pouvez alors les utiliser que pour faire du noir et blanc. C'est mieux que rien, mais c'est con quand même. D'autres objectifs encore font un rond clair au milieu de l'image, appelé hotspot, qui rend la photo assez moche aussi bien en couleur qu'en noir et blanc.
Voici un lien où vous pourrez trouver une liste non exhaustive des objectifs compatibles ou non pour l'infrarouge. Je le mets aussi dans la description de la vidéo. Quant aux appareils, la qualité du filtre intégré devant le capteur donc va déterminer votre temps d'exposition. Les boîtiers les plus vieux sont en général plus sensibles aux infrarouges et les plus récents sont équipés de meilleurs filtres, donc moins sensibles. Mais c'est pas une règle absolue. Pour savoir si votre appareil est sensible ou non aux infrarouges, vous pouvez faire une petite expérience avant de claquer du fric dans un filtre qui ne marchera pas. Mettez votre appareil sur trépied, choisissez le mode M, 200 ISO, f10 et une seconde de pause. Trouvez une télécommande avec une petite LED à l'avant. Attention, les télécommandes pour appareil photo ne marchent pas. Prenez celle de votre télé. Appuyez continuellement sur l'un des boutons en prenant la photo. Si vous voyez la lumière de la LED, c'est que votre appareil est sensible aux infrarouges. Si vous la voyez faiblement, ce sera toujours possible de faire des photos, mais votre temps d'exposition sera plus long. Et si vous ne la voyez pas, c'est que votre filtre intégré bloque totalement les infrarouges. Ou que les piles de votre télécommande sont mortes. Les passionnés de photos infrarouges font parfois défiltrer leurs appareils. Ça veut simplement dire enlever le filtre qui est devant le capteur. Ils peuvent alors faire des photos avec des temps de pause très brefs. Mais un défiltrage est assez cher, plusieurs centaines d'euros en général chez un réparateur photo, et vous ne pouvez plus faire que de l'infrarouge. C'est dans ce cas qu'on peut utiliser des filtres plus forts comme le 850 ou le 950 nanomètres. Vous pouvez aussi vous servir de votre appareil, donc sans filtre, pour les photos du ciel dit profond, c'est-à-dire les nébuleuses et les galaxies. Ça rend les nébuleuses beaucoup plus voyantes et colorées. Mais pour tout le reste des photos, c'est terminé, vous ne pouvez plus en faire. Si votre appareil passe le test de la télécommande, vous pouvez donc faire de la photo infrarouge. La technique en elle-même ne diffère pas trop d'une longue exposition classique. Cependant, prévoyez de faire des photos en plein soleil pour garder des temps d'exposition raisonnables et avoir des photos bien contrastées. Le filtre étant noir, la mise au point va être ardue, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus que la lumière infrarouge ne focalise pas au même endroit que la lumière visible. Une photo nette en lumière visible sera légèrement floue en infrarouge si vous gardez la même mise au point. Et il va de soi que tout se fera manuellement, bien sûr, l'autofocus est incapable de gérer ça. Sur les optiques de sériel, il y a un petit repère pour vous indiquer où faire votre mise au point. Personnellement, en plein soleil, j'utilise le mode Live View. C'est très moche, mais ça passe. Si vous ne voyez rien en mode Live View, malheureusement, il ne vous reste plus qu'une option, c'est y aller à tâtons. Une fois que vous avez trouvé votre cadrage et fait votre mise au point, faites un essai d'exposition. En général, je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir ce que je veux. Et n'ayez pas peur de passer en mode bulb, parce que vous risquez fort d'en plafonner les 30 secondes d'expo, c'est moi qui vous le dis. Sur le 5D, qui a un filtre quand même assez fort, j'ai fait des pauses de 20 secondes à f1.4 en plein soleil. Je peux pas vous donner de réglages plus précis, les ISO, temps de pause, focale, ouverture, tout ça, vont entièrement dépendre de votre prise de vue. Ce qui est essentiel en revanche, c'est de faire la prise de vue en RAW et avec un focus manuel. Après avoir déclenché, votre photo va ressembler à ça. C'est normal. Vous avez pris une photo en lumière infrarouge et l'appareil transpose tant bien que mal cette lumière invisible pour vous dans un signal que vous pouvez voir. Vous devez donc faire une balance des blancs. Sélectionnez un végétal comme étant une valeur neutre et vous aurez ceci. Vous pouvez aussi essayer de faire la balance directement dans l'appareil dans le menu balance personnalisée. Mais dans tous les cas, ça va peut-être pas être suffisant. Si vos curseurs sont bloqués d'un côté et que c'est encore pas assez pour faire une balance correcte, il va falloir modifier le profil colorimétrique de la photo. C'est pas super compliqué. Pour ça, vous allez avoir besoin du DNG Profile Editor de Adobe, dont je mets le lien de téléchargement ici et en description de la vidéo. Première étape, vous allez devoir développer votre photo. J'utilise Lightroom parce que c'est un logiciel d'Adobe, tout comme DNG Profile Editor, mais je pense que ça doit être possible de le faire avec d'autres éditeurs RAW, mais bon, je vous laisse essayer. Donc après avoir fait de mon mieux pour avoir une balance des blancs correcte sous Lightroom, j'exporte ma photo au format DNG. Ensuite, je vais simplement l'ouvrir via DNG Profile Editor.
Je vais dans les matrices de couleurs, Color Matrices, et je mets la balance des blancs complètement à gauche. Ensuite, j'exporte mon profil. C'est tout. Donc je vais l'appeler infrarouge. Je touche pas au dossier de destination. Normalement, il va automatiquement le mettre dans le dossier des profils de Lightroom. Maintenant, je relance Lightroom et dans le menu étalonnage de l'appareil photo, je choisis mon profil fraîchement créé. Et voilà. J'ai maintenant une plus grande latitude de correction dans les rouges. Ce profil va rester là et je vais pouvoir l'utiliser à chaque fois que je ferai de la photo infrarouge. Bon, mais c'est pas encore fini. Ceci est le rendu normal d'une photo en infrarouge. Les végétaux sont un peu bleus et le ciel est marron. Sauf que vous avez certainement l'habitude de voir un ciel bleu. Il arrive très fréquemment en infrarouge qu'on inverse les canaux bleus et rouges pour obtenir un truc comme ça. Pour ce faire, ouvrez l'image dans Photoshop. Une fois dans Photoshop, allez dans Images, Réglages, Mélangeur de couches. Dans la couche rouge, mettez le rouge à 0% et le bleu à 100%. Et dans la couche bleue, faites l'inverse. Vous obtenez alors le rendu habituel des photos en infrarouge, celui qu'on peut voir un peu partout. Il peut être judicieux de repasser un coup par Lightroom, histoire d'ajouter quelques contrastes ou de la clarté, ou simplement affiner encore une fois la balance des blancs. Il arrive aussi fréquemment que l'on colorise les photos infrarouges. Ça donne des trucs comme ça. On aime ou on n'aime pas, mais comme je le dis toujours, les choix artistiques, ça vous regarde. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc, comme vous avez pu le constater, cette technique demande un matériel compatible et l'achat d'un filtre spécifique assez onéreux et pas mal de développement. Donc, je dirais que cette technique est un petit peu plus difficile que d'autres, mais personnellement, j'aime bien. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de poche. N'hésitez pas à vous abonner ou à me rejoindre sur ma page Facebook. Ma page Facebook. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la suite.